Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Dans la vie, il y a des rencontres stimulantes qui nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a aussi des rencontres qui nous minent et qui peuvent finir par nous briser. Un individu peut réussir à en démolir un autre par un processus de harcèlement moral. Il arrive même que l'acharnement se termine par un véritable meurtre psychique. Nous avons tous été témoins d'attaques perverses à un niveau ou autre, que ce soit dans le couple, dans les familles, dans les entreprises ou bien dans la vie politique et sociale. Pourtant, notre société se montre bien souvent aveugle devant cette forme de violence indirecte. Sous prétexte de tolérance, on devient complaisant. Les méfaits de la perversion morale constituent d'excellents sujets de films, comme dans Les Diaboliques, ou de romans noirs, et dans ce cas, dans l'esprit du public, il est clair qu'il s'agit de manipulation perverse. Mais dans la vie quotidienne, nous n'osons pas parler de perversité. Dans le film, dans ce cher film, Tati Daniel, nous nous amusons des tortures morales qu'une vieille dame inflige à son entourage. Elle commence par martyriser sa famille, employée de maison, au point de la faire mourir. Par accident. Le spectateur se dit, c'est bien fait pour elle, elle était trop soumise. Ensuite, elle déverse sa méchanceté sur la famille de son neveu, qu'il a recueilli. Le neveu et sa femme font tout ce qu'ils peuvent pour la combler, mais plus ils donnent, et bien sûr, plus elle se venge. Pour cela, elle utilise un certain nombre de techniques de déstabilisation habituelles chez les pervers. Les sous-entendus, les allusions malveillantes, le mensonge, les humiliations. On s'étonne que les victimes ne prennent pas conscience de cette manipulation malveillante. Elles essaient de comprendre et se sentent responsables. Qu'avons-nous fait pour qu'elles nous détestent autant? Tati Daniel ne pique pas de colère, elle est seulement froide, méchante, pas d'une façon ostensible qui pourrait lui permettre de se mettre à dos son entourage, non. Simplement par petites touches déstabilisantes, difficiles à repérer. Tati Daniel est très forte. Elle retourne la situation en se plaçant en victime, mettant les membres de sa famille en position de persécuteurs, qui ont abandonné seule une vieille femme de 82 ans, enfermée dans un appartement, avec pour seule nourriture des aliments pour chiens. Dans cet exemple cinématographique, plein d'humour, les victimes ne réagissent pas par un passage à l'acte violent. Comme cela pourrait se produire dans la vie courante. Elles espèrent que leur gentillesse finira par trouver un écho et que leur agresseur s'adoucira. C'est toujours le contraire qui se produit, car trop de gentillesse est comme une provocation insupportable. Finalement, la seule personne qui trouve grâce aux yeux de cette chère Tati Daniel est une nouvelle venue, qui la mate. Elle a trouvé enfin un partenaire à sa hauteur, et une relation quasi amoureuse se met en place. Si cette vieille femme nous amuse et nous aime tant, c'est qu'on sent bien qu'autant de méchanceté ne peut venir que de beaucoup de souffrance. Elle nous apitoie, comme elle apitoie sa famille, et par là même, elle nous manipule, comme elle manipule sa famille. Nous, les spectateurs, n'avons aucune pitié pour les pauvres victimes, qui paraissent bien bêtes. Plus Tati Daniel est méchante, plus les partenaires familiaux deviennent gentils, et donc insupportables à Tati Daniel, mais aussi à nous-mêmes. Il n'en reste pas moins que ce sont des attaques perverses. Ces agressions relèvent d'un processus inconscient de destruction psychologique, constitué d'agissements hostiles, évidents ou cachés, d'un ou
plusieurs individus. Si un des individus désignés souffre douleur au sens propre du terme, par des paroles apparemment anodines, par des allusions, des suggestions, des non-dits, il est effectivement possible de déstabiliser quelqu'un, ou même de le détruire, sans que l'entourage intervienne. Le ou les agresseurs peuvent aussi se grandir en rabaissant les autres, et aussi s'éviter tout conflit intérieur, ou tout état d'âme, en faisant porter à l'autre la responsabilité de ce qui ne va pas. Ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est bien sûr responsable du problème. Pas de culpabilité, pas de souffrance. Il s'agit là de perversité au sens de la perversion morale. Un processus pervers peut être utilisé ponctuellement par chacun de nous. Cela ne devient destructeur que par la fréquence et la répétition dans le temps. Tout individu, normalement névrosé, présente à certains moments des comportements pervers. Par exemple, dans un moment de colère, mais il est aussi capable de passer à d'autres registres de comportements. Hystérique, phobique, obsessionnel et autres. Et ces mouvements pervers sont suivis d'un questionnement. Un individu pervers est constamment pervers. Il est fixé dans ce mode de relation à l'autre et ne se remet en question à aucun moment. Même si sa perversité passe inaperçue un certain temps, elle s'exprimera dans chaque situation où il aura à s'engager et à reconnaître sa part de responsabilité, car il est impossible de se remettre en question. Ces individus ne peuvent exister qu'en cassant quelqu'un. Il leur faut rabaisser les autres pour acquérir une bonne estime de soi et par là même acquérir le pouvoir, car ils sont avides d'admiration et d'approbation. Ils n'ont ni compassion, ni respect pour les autres puisqu'ils ne sont pas concernés par la relation. Respecter l'autre, c'est le considérer en tant qu'être humain et reconnaître la souffrance qu'on lui inflige. La perversion fascine, séduit et fait peur. On envie parfois les individus pervers, car on les imagine porteurs d'une force supérieure qui leur permet d'être toujours gagnants. Et effectivement, ils savent naturellement manipuler, ce qui semble un atout dans le monde des affaires ou bien de la politique. On les craint également car on sait instinctivement qu'il faut mieux être avec eux, de leur côté, que contre eux. C'est la loi du plus fort. Le plus admiré est celui qui sait jouir le plus et souffrir le moins. De toute façon, on fait peu de cas de leurs victimes, qui passent pour des faibles, ou pas très malignes, et sous prétexte de respecter la liberté d'autrui, on peut être amené à être complètement aveugle sur des situations extrêmement graves. En effet, une tolérance actuelle consiste à s'abstenir d'intervenir dans les actions et dans les opinions d'autres personnes, alors même que ces opinions, ces actions nous paraissent déplaisantes, ou même moralement répréhensibles. De même, nous avons aussi une indulgence inouïe à l'égard des mensonges et des manipulations des hommes de pouvoir. La fin justifie les moyens, mais jusqu'où est-ce vraiment acceptable ? Est-ce ainsi que nous ne risquons pas de nous trouver nous-mêmes complices par indifférence en perdant nos limites ou nos principes ? La tolérance passe nécessairement par l'instauration de limites clairement définies.
Or, ce type d'agression constitue justement un empiètement sur le territoire psychique d'autrui. Le viol socioculturel actuel permet à la perversion de se développer de plus en plus, car elle y est tolérée. Notre époque refuse l'établissement de normes. Mettre une limite en nommant une manipulation perverse est assimilé à une intention de censure. Nous avons perdu les limites morales ou religieuses qui constituaient une sorte de code de civilité qui pouvait nous faire dire « cela ne se fait pas ». Nous nous retrouvons, ou plutôt nous ne retrouvons pas notre capacité à nous indigner quand les faits apparaissent sur la scène publique, relayés et amplifiés par nos chers médias. Le pouvoir ne met pas le cadre et se décharge de ses responsabilités sur les gens qu'il est censé diriger ou aider. Les psychiatres, ces chers psychiatres, eux-mêmes hésitent à nommer la perversion. Quand ils le font, c'est soit pour exprimer leur impuissance à intervenir, pour montrer leur curiosité devant l'habilité du manipulateur, la définition même de perversion morale est contestée par certains qui préfèrent parler de psychopathie. Vaste fourre-tout où ils tendent à mettre tout ce qu'ils ne savent pas soigner. Et la liste est large. La perversité ne provient pas d'un trouble psychiatrique, mais d'une froide rationalité combinée à une incapacité à considérer les autres comme des êtres humains. Un certain nombre de ces pervers commettent des actes délictueux pour lesquels ils sont jugés. Mais la plupart usent de leur charme et de leur faculté d'adaptation pour se frayer un chemin dans la société en laissant derrière eux des personnes blessées et des vies complètement dévastées. Psychiatres, juges, éducateurs, nous nous sommes tous fait piéger par des pervers qui se faisaient passer pour des victimes. Femmes et hommes. Ils nous avaient donné à voir ce que nous attendions d'eux, pour mieux nous détruire, et nous leur avions attribué des sentiments névrotiques, quand ils se sont ensuite montrés sous leur vrai jour. En affichant leur objectif de pouvoir, nous nous sommes sentis trompés, bafoués, parfois même humiliés, même souvent humiliés. Cela explique la prudence des professionnels à les démasquer. Les psychiatres disent entre eux « Attention, c'est un pervers ». Sous-entendu, c'est dangereux. Et aussi, on n'y peut rien. On renonce ainsi à aider les victimes. Bien sûr, nommer la perversion est quelque chose de grave. On réserve ce terme le plus souvent à des actes d'une grande cruauté. Inimaginable même pour la plupart des psychiatres, comme les méfaits des tueurs en série. Pourtant, que l'on évoque les agressions subtiles dont je vous parlerai plus tard, ou que l'on parle des tueurs en série, il s'agit de prédation, donc de prédateur, c'est-à-dire d'un acte qui consiste à s'approprier la vie. Le mot pervers choque, dérange. Il correspond à un jugement de valeur. Et les psychanalystes se refusent à émettre des jugements de valeur. Est-ce pour autant qu'ils doivent tout accepter? Ne pas nommer la perversion est un acte encore plus grave, puisque c'est alors laisser la victime démunie, agressée et agressable à merci. Dans la pratique clinique, dans mon cabinet,
tant que psychothérapeute, j'ai été amené à entendre la souffrance de mes patients, des victimes, ces victimes et leur impuissance à se défendre. Je montrerai plus tard quelques études de cas que le premier acte de ces prédateurs consiste à paralyser leurs victimes pour les empêcher de se défendre. Ensuite, même s'ils essaient de comprendre ce qui leur arrive, elles n'ont pas les outils pour le faire. Aussi, en analysant la communication perverse, j'essaierai de démontrer le processus qui lie l'agresseur et l'agressé, afin d'aider les victimes ou futures victimes à sortir des filets de leur agresseur. Lorsque les victimes ont voulu se faire aider, il se peut qu'elles n'aient jamais ou pas été entendues. Il n'est pas rare que des analystes conseillent aux victimes d'un assaut pervers de rechercher en quoi elles sont responsables de l'agression qu'elles subissent, en quoi elles l'ont bien voulu, même si ce n'est qu'inconsciemment. En effet, la psychanalyse ne considère que l'intrapsychique, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête d'un individu, et ne tient pas compte de l'environnement. Elles ignorent donc le problème de la victime considérée comme complice masochiste, lorsque des thérapeutes ont néanmoins essayé d'aider les victimes. Il se peut que, par leur réticence à nommer un agresseur et un agressé, ils aient renforcé la culpabilité de la victime. Et là, c'est tout à fait le cas où il se plante complètement. Par là même, aggraver son processus de destruction, et il m'apparaît, pour ma part, que les méthodes thérapeutiques classiques ne sont pas suffisantes pour aider ce type de victime. Je proposerai donc des outils que j'utilise avec mes patients, plus adaptés, qui tiennent compte de la spécificité de l'agression perverse. Alors, il ne s'agit pas ici, bien sûr, de faire le procès des pervers. D'ailleurs, ils se défendent très bien tout seuls, mais de tenir compte de leur nocivité, de leur dangerosité pour autrui, de mieux permettre aux victimes ou aux futures victimes de se défendre, même si l'on considère très justement la perversion comme un aménagement défensif, défense contre la psychose ou contre la dépression. Cela n'exclut pas les pervers pour autant. Il existe des manipulations anodines, bien sûr, qui laissent juste une trace d'amertume, de honte d'avoir été dupé, trompé. Mais il existe aussi des manipulations beaucoup plus graves qui touchent à l'identité même de la victime et qui sont des questions de vie ou de mort. Il faut savoir que les pervers sont dangereux directement pour leurs victimes, mais aussi indirectement pour leur entourage, en l'entraînant à perdre ses repères et à croire qu'il est possible d'accéder à un mode de pensée plus libre aux dépens d'autrui. Si je me tiendrai, en dehors des discussions théoriques sur la nature de la perversion, pour me placer délibérément, comme personnellement, en tant que victimologue du côté de la personne agressée. La victimologie est une discipline récente née aux États-Unis qui ne fut d'abord qu'une branche de la criminologie. Elle consiste en l'analyse des raisons qui amènent un individu à devenir victime, des processus de victimisation, des conséquences que cela induit pour lui,
et des droits aussi auxquels il peut prétendre. En France, une formation existe depuis 1994, conduisant à un diplôme universitaire. Cette formation s'adresse aux médecins d'urgence, aux psychiatres, aux psychothérapeutes, aux juristes, ainsi qu'à toute personne ayant pour responsabilité professionnelle d'aider les victimes. Une personne qui a subi une agression psychique, telle que le harcèlement moral, est réellement une victime, puisque son psychisme a été altéré d'une façon plus ou moins durable. Même si sa façon de réagir à l'agression morale peut contribuer à établir une relation avec l'agresseur qui se nourrit d'elle-même et à donner l'impression d'être symétrique, il ne faut pas oublier bien sûr que cette personne souffre d'une situation dont elle n'est pas du tout responsable. S'il arrive que les victimes de cette violence insidieuse consultent en psychothérapie individuelle, c'est plutôt pour inhibition intellectuelle, manque de confiance en soi, difficulté à s'affirmer, ou pour un état dépressif permanent, résistant aux antidépresseurs, ou même pour un état dépressif plus franc, peut conduire à un suicide, malheureusement. Si ces victimes se plaignent parfois de leur partenaire ou de leur entourage, il est rare qu'elles aient conscience de l'existence de cette violence souterraine redoutable et qu'elles osent se plaindre. La confusion psychique est alors instaurée. Et préalablement, on peut faire oublier même aux psychothérapeutes, il s'agit d'une situation de violence objective. Le point commun de ces situations est que c'est indicible. La victime, tout en reconnaissant sa souffrance, n'ose pas vraiment imaginer qu'il y a eu violence et agression. Un doute persiste parfois. Est-ce que ce ne serait pas moi qui inventerais tout ça? Comme certains me le suggèrent en consultation. Quand elles osent se plaindre de ce qui se passe, elles ont le sentiment de le décrire, et donc de ne pas être entendues. Donc, j'ai choisi délibérément d'utiliser les termes agresseur et agressé, car il s'agit d'une violence avérée, même si elle occulte, qui tend à s'adapter à l'identité de l'autre et lui retirer toute individualité. C'est un processus réel de destruction morale qui peut conduire à la maladie mentale ou au suicide. Je garderai également la dénomination de pervers parce qu'elle renvoie clairement à la notion d'abus, comme c'est le cas avec tous les pervers. Cela débute par un abus de pouvoir, se poursuit par un abus narcissique, au sens où l'autre prend toute estime de soi. Il peut aboutir parfois également à un abus sexuel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à bientôt. Passez une très agréable soirée. Au revoir.